Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve le 11 novembre sur l'antenne donc de LCI et de Radio Classique. Nous sommes avec Jean-Pierre Chevènement. Bonjour et bienvenue. Cette date, quelle signification, le 11 novembre, évidemment, l'armistice, la mémoire et les rapports franco-allemands. Cette date, quelle résonance a-t-elle pour vous aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement ? Comme vous le savez, le 11 novembre commémore tous ceux qui sont morts pour la France à l'occasion de tous les conflits. Bien entendu, les 2 guerres mondiales, mais aussi les autres conflits. Bien sûr, c'est le 11 novembre 1918, qui est quand même une victoire à l'arraché. Une victoire à bien des égards surprenante, car la France est affaiblie en Europe. Je rappelle Trafalgar ou Waterloo, elle avait perdu l'hégémonie mondiale et maritime. 1870, Sedan, un rival surgissait sur le continent. Et en 1914-18, la France est l'âme de la coalition alliée. Elle tient en 1914, grâce aux Russes, ce qu'on oublie toujours de rappeler, parce que les Russes attaquent en Prusse orientale et obligent 2 corps d'armée allemands à courir aux frontières de l'Est, donc nous permet de tenir sur la Marne. Disons que ce conflit très cher payé et qui aboutit à une paix fragile, parce qu'elle n'était pas garantie par les États-Unis, contrairement aux engagements de Wilson vis-à-vis de Clemenceau. Cette paix fragile n'a pas empêché une surenchère du pan-germanisme qui avait été vaincu sous la forme la pire qui soit, parce que c'était le nazisme. Si je vous comprends bien, Jean-Pierre Chevènement, d'ailleurs ça avait été l'objet d'une réflexion que vous avez menée il y a quelques années dans un livre, au fond, cette guerre et cette victoire, notamment française, est une exception dans l'évolution de l'Europe. C'est-à-dire que la tendance générale, c'était la montée de l'Allemagne, et finalement, la guerre de 14 a été une sorte de sursaut français contre cette montée de l'Allemagne qui domine aujourd'hui l'Europe. Sursaut français, mais aussi anglais. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il faut bien voir que la guerre de 1914-18, c'est surtout l'intervention de la Grande-Bretagne qui n'était pas prévue par les Allemands au moment du viol de la neutralité belge, mais parce que les Britanniques ne pouvaient pas accepter que le continent soit dominé par l'Allemagne, pas plus qu'ils ne l'avaient accepté de Napoléon, un siècle auparavant. Donc, faut restituer ça dans la profondeur historique. Aujourd'hui, tous les peuples européens chuté, je dirais, il n'y en a aucun qui puisse considérer qu'il est plus puissant aujourd'hui qu'il ne l'était en 1914. Et le déclin de la France, il est parallèle à celui des autres puissances européennes. Vous allez nous coller le bourdon ce matin. Parce qu'on peut réfléchir évidemment à l'évolution générale des nations dans le cadre de l'Europe d'aujourd'hui, mais en même temps vous prononcez à plusieurs reprises le mot de déclin. On se plaint que les jeunes n'aillent pas ou ne suivent pas ces commémorations. La lucidité intellectuelle peut être aussi une manière de geler les enthousiasmes. Nous conduirait à définir une confédération européenne qui nous permettrait d'agir ensemble pour peser dans le monde de demain. Parce que ce qui s'est passé à la suite des 2 guerres mondiales, c'est le passage de l'hégémonie, qui était européenne, aux États-Unis. L'hégémonie a passé l'océan. Donc, que fait l'Europe ? Y compris sur le plan culturel. Sur le plan culturel, sur le plan économique, financier, n'en parlons pas, militaire, politique extérieure. Donc, le 21e siècle, ce sera les États-Unis et la Chine. Que va faire l'Europe ? Est-ce que nous serons capables, non pas de substituer une nation européenne aux nations qui existent, il y a une 30aine de nations en Europe, mais une confédération européenne, enjambant même la Méditerranée, parce que l'espace euro-africain est très important. Si nous sommes capables d'avoir cette vision d'avenir, moi je pense que nous remonterons la pente. Est-ce que nous considérons que ceux qui ont dirigé la France ces dernières années, c'est-à-dire en gros Nicolas Sarkozy et François Hollande, ils l'ont cette vision ? Parce qu'on est là pour réfléchir. Je pense qu'il ne faut pas les accabler, l'erreur est antérieure. On a cru substituer l'Europe aux nations. On a cru que on pourrait effacer les nations. Donc l'erreur, c'est la génération Giscard-Schmitt, justement. C'est la génération Giscard-Schmitt et Mitterrand, quand même, il faut bien le dire, parce que le traité de Maastricht, c'est Mitterrand. C'est l'idée d'une monnaie unique. On abandonne notre souveraineté monétaire, on abandonne nos frontières, Schengen, et le résultat n'est quand même pas brillant. Donc ça veut dire que vous n'avez toujours pas digéré ce référendum de 92 ? Je rappelle digérer, c'est pas un joli mot, mais... Je rappelle que c'est à 1% de majorité que le traité de Maastricht a été approuvé. Et qu'en 2005, c'est 55% des Français
étions rejeté le projet de traité constitutionnel de M. Giscard d'Estaing. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, la population arabo-asiatique, c'est 75% de la population mondiale, et nous sommes Européens 10%, les Américains 8%. Donc est-ce qu'on a vraiment un avenir seul ? Parce que la rupture politique aujourd'hui, c'est un peu les souverainistes contre les Européens. Donc est-ce qu'on a un avenir, nous Français, puisque vous êtes quand même patriotes, est-ce qu'on a un avenir seul ? Je suis patriote, je n'emploie pas le mot souverainiste, non pas que j'ai quelque chose contre la souveraineté. Je rappelle que le titre 1 de la Constitution, c'est de la souveraineté. La souveraineté, c'est la démocratie. Mais est-ce qu'on peut avoir un avenir, nous, dans le monde ? Alors, est-ce qu'on peut avoir un avenir ? Bien sûr, à condition de proportionner l'accueil à la capacité d'intégration. Les mots ont leur importance. Proportionner l'accueil à la capacité d'intégration. C'est-à-dire que si nous sommes capables d'intégrer, bien entendu, nous pouvons accueillir. Si nous ne sommes plus capables d'intégrer, à ce moment-là, ça pose problème. De toute façon, la solution, elle est à la fois dans une régulation des flux de migrants, qui est nécessaire, et qu'il faudra aborder beaucoup plus sérieusement que ça n'a été fait jusqu'à présent, et puis d'autre part, un renforcement de l'intégration, ce qui suppose que nous nous aimions nous-mêmes, que nous croyions à la France, en la République, que nous pensions qu'elle a encore un avenir, et que elle peut donner sens à l'Europe. C'est-à-dire que si nous donnons envie d'adhérer à un projet républicain, français et européen, à ce moment-là, les jeunes qui sont issus de l'immigration peuvent avoir envie de s'agréger à cette nation qui garde un horizon. Si, par contre, elle n'a plus aucun horizon, si elle pense à la fatalité de son déclin, et si elle entend ces élites qui n'ont de cesse que de dire que la France est faite pour être enterrée, pour disparaître, pour être effacée de la surface de la Terre, à ce moment-là, on n'a pas envie de s'intégrer. Mais personne ne vous soupçonne d'être proche du Front National, Jean-Pierre Chevènement, mais cette thèse souverainiste, même si vous n'aimez pas le mot, c'est une partie de la réflexion du Front National. Florian Philippot, par exemple, a été un moment, je dis pas proche de vous, mais en tout cas, il a été un peu fasciné parce que vous représentiez sur le plan intellectuel. Donc alors, c'est eux qui défendent ces thèses maintenant, massivement. Excusez-moi de vous dire que Florian Philippot a peut-être été dans un de mes comités de soutien. Il y avait quand même beaucoup de monde. Je ne l'ai pas rencontré. Il représente une aile du Front National. Je ne dis pas que vous êtes le penseur du Front National, mais il représente une partie de vos thèses. Mais de toute façon, le Front National, c'est autre chose. C'est un génome d'extrême droite, il faut le rappeler. Et c'est sur les problèmes de la relation de la France au reste du monde quelque chose qui ne convient pas, qui n'est pas acceptable. Je pense que l'idée de la nation, c'est l'idée républicaine de la nation, communauté de citoyens, tournée vers l'autre, vers l'amitié avec les autres peuples. C'est à l'intérieur de la France l'amitié civique. Tout ça, je ne le trouve pas dans le Front National. C'est la raison pour laquelle... Est-ce que vous considérez, Jean-Pierre Chevènement, pardonnez-moi de vous interrompre sur ce sujet-là, parce qu'on voit des réflexions dans la presse ce matin. Manuel Valls, là, je vous fais un soupçon de politique politicienne, dit, maintenant, si on veut éviter que le Front National prenne des régions, il n'y a plus en gros qu'une solution, semble-t-il, dit-il. C'est la fusion des listes entre les deux tours, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la droite classique, les Républicains, représentés ce matin à l'Arc de Triomphe par Nicolas Sarkozy, et la gauche de François Hollande, représentée à l'Arc de Triomphe, et évidemment par François Hollande, le président de la République, doivent fusionner entre les deux tours. Non pas se désister, mais fusionner entre les deux tours. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Je pense que c'est tout à fait prématuré. Regardez les prévisions. La gauche emporte 6 anciennes régions, qui seront 3 nouvelles. La Bretagne, le Grand Sud-Ouest, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. La droite en emporte 3 autres, qui sont Pays de Loire, Val-de-Loire et puis le Grand Est. C'est à peu près touche-touche, comme on dit. Donc, il n'y a pas lieu de... Enfin, la gauche tenait toutes les régions depuis des années. Ah bah oui, mais parce que c'est le mouvement naturel de balancier, mais il y a un certain équilibre. Donc nous sommes à presque un mois des élections régionales. Je pense que le moment n'est pas venu de spéculer sur des c'est normal que les dirigeants politiques spéculent. Vous l'avez fait vous aussi sur une réflexion qui pourrait intervenir dans 3 semaines. Je pense que la priorité est à la campagne. Il faut trouver de bons arguments et faire de cette campagne une campagne digne. Je suis tout à fait hostile à l'hystérisation du débat politique. Donc de l'hystérisation du débat politique contre le Front National. Contre tout le monde. Je pense qu'il faut analyser les arguments, débattre. Le Front National, il est ce que j'ai dit qu'il était, mais je pense que je me suis exprimé en termes qui ne sont pas des termes hystériques. Je n'ostracise pas les électeurs du Front National, pas plus que n'importe quels électeurs. Ils sont tous bons à prendre.
Question concernant évidemment le grand dossier qui est à l'origine du flux migratoire, même si celui-là a des bases démographiques considérables, c'est l'affaire de la Syrie. Vous avez toujours été évidemment partisan d'un dialogue avec la Russie, avec Poutine, mais beaucoup de gens considèrent, et ça d'une certaine manière était aussi un peu le cas de Laurent Fabius, que dans ce dialogue éventuel, on est en train de se faire avoir en gros, parce que les Russes vont maintenir Assad. Et alors la question est très simple, est-ce que d'après vous, il faut maintenir Assad, étant donné le système de délibrement? Alors c'est pas du tout mon analyse. Moi, je pense que, en tant que patriote français, je pense que la France doit avoir une relation spéciale avec la Russie. Je rappelais la Première Guerre mondiale, j'aurais pu rappeler la Seconde, Stalingrad. C'est quand même eux qui ont payé le plus lourd tribut. Et je pense que c'est resté dans une bonne tradition, qui est non seulement celle de la Troisième République, mais celle du gaullisme, que de penser qu'il y a place pour le dialogue avec la Russie. Nous avons des ennemis communs, Daesh, cet avion russe qui a été vraisemblablement abattu, dit clairement l'origine de cet acte. Nous avons des ennemis communs, nous devons essayer de travailler ensemble à trouver une solution politique. D'accord, mais est-ce qu'il faut maintenir Assad? Parce que c'est la grande question. Alors ça, c'est le problème mal posé, excusez-moi de vous le dire. Oui, mais c'est la question que je vous pose. C'était hier Kadhafi, avant Saddam Hussein, etc. On personnalise un problème. Or, la vraie question, c'est l'État. Il faut maintenir un État. Assad, il peut disparaître, personne n'y est attaché. Mais il faut que l'État syrien demeure. Et que par accord politique, on arrive à consolider les bases de cet État, à vaincre Daesh, à rendre mais il n'y a pas la d'opposition. Syrie... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais il n'y a pas d'opposition modérée. Actuellement, on a l'impression qu'il y a Assad contre une partie de Daesh et les autres croulent sous les bombardements et sont extraordinairement affaiblis. Alors, et les autres, c'est aussi Al-Qaïda, Al-Nosra. Oui, absolument. Donc on a le choix entre qui? Entre Daesh, Al-Qaïda, c'est quand même du pareil au même, et puis le régime. Mais le régime, il peut évoluer, on peut discuter. C'est vrai que les rebelles dits modérés existent peu sur le terrain, mais ce sont eux que nous soutenons depuis 3 ans. Je pense qu'il y a un moment où il faut savoir tirer les conclusions, être logique, fixer des priorités. Il faut vaincre Daesh, il faut rendre la Syrie vivable pour son peuple. Comme l'Irak qui a été détruite. On a détruit l'Irak et on voit le résultat des affrontements interconfessionnels et l'ouest de l'Irak livré à Daesh. Alors quand il n'y a pas une pensée à long terme, une capacité d'anticipation par rapport à ces conflits, on a ce que nous trouvons aujourd'hui en Syrie. Mais l'origine principale des migrants à l'avenir ne sera pas la Syrie ou l'Irak, ce sont des pays relativement peu peuplés. Regardez l'Afrique, voyez les problèmes qui se posent dans le Sahel, à la corne de l'Afrique. Ce sont des problèmes immenses. Si nous ne les prenons pas dès maintenant en promouvant un co-développement avec l'Afrique, eh bien c'est une bombe que nous laisserons exploser dans 15 ou 20 ans. Mais c'est gravissime et il faut voir ces secousses à l'horizon si nous voulons prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Merci Jean-Pierre Chevènement d'être venu ce matin en ce 11 novembre donc sur l'antenne de LCI et de Radio Classique. On va retrouver donc bonne journée à vous. Nous allons retrouver nos amis de LCI et bien évidemment Marc Bourreau sur l'antenne de Radio Classique. Merci.